Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Ce matin, nous recevons pour votre plus grand bonheur M. Eric Nkombo Mobio, maire de la commune de Songon, et c'est sur Songon 24. Merci madame. Il faut savoir que l'activité des communes est encadrée par une loi. C'est la loi qui fait le transfert des compétences entre l'État et les collectivités locales, notamment les communes. Et cette loi date de juillet 2003. Il y a 16 compétences qui ont été transférées, 16 domaines de compétences. L'aménagement du territoire, la planification du développement, l'urbanisme et l'habitat, les voies de communication et les réseaux divers, le transport, la santé, l'hygiène publique et le contrôle qualité, l'environnement et la gestion des ressources naturelles, la sécurité et la protection civile, la formation et l'enseignement professionnel, l'action sociale et culturelle, les sports et loisirs, la promotion du développement économique et des emplois, la promotion du tourisme, la communication et l'hydraulique, l'assainissement et l'électrification. Donc c'est une charge énorme que l'État a transférée aux communes et en contrepartie de ça, elle autorise les communes à prélever des recettes qu'on appelle recettes propres, donc des taxes de marché, des taxes sur les petits commerçants. Elle subventionne à l'occasion les communes et puis elle leur permet donc de toucher un certain nombre de recettes fiscales comme les recettes d'impôts. Et donc les recettes de la commune sont à classifier en deux grands pôles, celles qui proviennent de l'État directement et celles qu'elle recouvre directement, ce qu'on appelle recettes propres et recettes fiscales amenées par l'État. Il faut savoir que depuis 2013, lorsque nous sommes arrivés à la tête de cette commune, le budget qu'on a trouvé était de 190 millions. En 2021, le budget que nous sommes en train d'exécuter, et en novembre 2021, nous avons dépassé déjà les taux d'exécution. Le budget de 2021 s'élève à 480 millions. Donc nous avons, dans l'intervalle, multiplié par 2,5 le montant du budget. Donc ce sont ces 480 millions que donc, nous prenons pour travailler et en fonctionnement et en investissement. Les impôts qui ont été reversés par l'État sur cette période sont partis de 104 millions en 2013 à 185 millions en 2021. C'est l'estimation que nous avons à novembre 2021. Donc ça a été multiplié par 1,78. Donc je vous ai dit que le budget entier a été multiplié par 2,5. Les recettes fiscales provenant de l'État ont été multipliées par 1,78. Et nos recettes propres, qu'on avait trouvées à 18 millions en 2013, ont été portées à 105 millions en 2021, soit plus de 500%, donc multiplié par 6. Donc ce qu'on observe, c'est que le recouvrement, la qualité du recouvrement des services de la mairie est très bonne, puisqu'on arrive à recouvrir nos recettes jusqu'à les multiplier par 6. Et on observe un manque à gagner du côté des recettes fiscales. Lorsque nous faisons nos estimations à partir de l'arrêté interministériel qui répartit les recettes entre les communes, on a à peu près 340 millions de manque à gagner que l'État nous doit sur la base donc de ces recettes fiscales. Nous avons écrit à de nombreuses reprises au ministère concerné, donc ce n'est pas un secret. Nous estimons que nous sommes lésés de 340 millions. Donc c'est dans ce contexte-là que la commune a investi environ 200 millions cette année pour couvrir les domaines de compétences que je viens de vous, les 15 domaines de compétences que je viens de vous citer. Et dans chacun de ces 16 domaines plutôt, nous avons réalisé des choses, que ce soit en matière d'infrastructures scolaires, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière d'action sociale et culturelle. Enfin, dans tous les domaines, nous avons réalisé pas mal de choses et je pense que peut-être nos échanges vont nous permettre d'aller dans le fond. Je précise qu'un certain nombre de compétences qui sont dites transférées sont encore détenues par l'État. Lorsque vous prenez par exemple la salubrité, l'hygiène et la salubrité, nous devons nous occuper de l'enlèvement d'ordures, mais vous savez tous aujourd'hui que l'ANAGED, donc l'Agence nationale de gestion des déchets, est une institution de l'État et donc gère les recettes qui sont liées aux enlèvements d'ordures et les communes n'ont pas droit de regard, ou en tout cas ne gèrent pas cette balle-là. Donc il y a un certain nombre quand même de compétences transférées qui restent entre les mains de l'État, notamment en matière de construction, où le ministère également de la construction gère en direct
l'approbation de lotissement, les permis de construire, ainsi de suite. Donc il y a quand même quelques leviers qui restent encore à transférer et une décentralisation à parfaire. Voilà un peu le survol que je peux faire donc, de l'année 2021, globalement, en attendant que je me soumette à vos questions. Alors, en 2014 est intervenu un arrêté, dit arrêté interministériel, qui change les donnes. À l'époque, lorsque on prélève 5 francs d'impôt foncier ou 100 francs d'impôt foncier dans la commune de Songon, la commune de Songon hérite directement de 35 francs. Ça, c'était avant 2014. En 2014, le gouvernement a estimé qu'il y avait un certain nombre de communes qui étaient défavorisées et donc il fallait mutualiser ces recettes, donc les centraliser et puis les redistribuer. Donc les 100 francs qui sont payés par le contribuable de Songon repartent au trésor via les impôts et c'est le trésor qui, à partir d'une clé de répartition, redéploie ces 100 francs-là sur l'ensemble des communes. Bien évidemment, chaque commune fait le même système. Et lorsque vous appliquez cette clé de répartition, on pèse à peu près, de mes calculs, 0,143% de l'ensemble. Donc ça veut dire que depuis 2014, la masse distribuée en termes d'impôts partagés, Songon devrait percevoir 0,147%, 143%, j'ai plus le détail, de toute cette masse. Mais lorsque vous prenez les sommes que nous avons perçues et que vous faites la différence avec ce que nous aurions dû percevoir en appliquant cette équation, on a à peu près 340 millions de gap. Donc les déperditions se font dans le mouvement de centralisation plus de redistribution. Et comme nous n'avons pas beaucoup de moyens de contrôle sur ces choses-là, bon, voilà. Donc nous espérons que nous nous battons depuis avec l'UVIC aussi. Nous faisons un plaidoyer auprès des instances appropriées pour améliorer cet arrêté interministériel et revenir d'une certaine façon au système d'avant, qu'une majorité des fonds qui sont payés, des impôts qui sont acquittés par les contribuables de Songon restent à Songon et qu'une quantité minimum puisse aller nourrir cette caisse de péréquation qui dans le fond n'est pas mauvaise puisque ça permet donc une certaine solidarité entre les communes qu'on va dire plus nanties et les communes moins nanties. Bon, lorsqu'on fait je n'ai pas fait une étude sur l'ensemble des 200 ou 301 communes, donc je ne peux pas me prononcer, mais sur les quelques communes que nous avons pu interroger, la situation semble la même sur un certain nombre de communes. Alors, il n'y a pas un critère particulier qui fait que c'est telle ou telle commune qui est touchée, et telle ou telle... Il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas de ligne claire qui pénalise ou favorise des communes, mais il y a peut-être un logiciel ou en tout cas un système d'application qui doit être amélioré pour permettre à ce que les communes touchent exactement ce qu'ils doivent. Donc, quand je vous parle de 0,143%, c'est le poids de Songon en 2013, donc c'est-à-dire l'année précédente qui a été l'année de référence. Mais vous savez bien que de 2014 à 2021, Songon a connu peut-être la croissance urbaine la plus importante, mais on continue de nous payer sur le poids de 2013. Donc vous savez par exemple que le recensement, les résultats provisoires du recensement des populations aujourd'hui donnent, ça vous fait une croissance annuelle de 7% de la population. Et quand vous comparez à la croissance moyenne de la population nationale qui est à peu près à 2,5, ça vous donne tout de suite l'impact, en tout cas l'importance de l'essor urbain de Songon par rapport au reste du pays. Donc clairement, on ne veut pas nous dire que nous pesons aujourd'hui 0,143%. Donc même en appliquant 0,143, on nous doit 340 millions, mais si on appliquait notre poids réel, vous voyez un peu comment on était. Je vous ai dit qu'on avait à peu près 500 millions de budget. Les communes d'Abidjan, le minimum sont à 5 milliards. La plus petite des communes d'Abidjan est à 5 milliards. Donc l'écart est trop grand. Et même si nous sommes une commune récente, je pense qu'on aurait pu se situer valablement autour d'1 milliard. Mais bon, ça c'est un combat que nous portons depuis 2014, 2013 et nous espérons que 2022 va avoir une petite évolution. Ok, alors ça peut prendre du temps. Bon, si vous voulez, en matière d'aménagement du territoire, c'est-à-dire que c'est toutes les grandes infrastructures qui vont impacter la configuration du territoire de Songon. Nous avons, et ça, la plupart du temps, c'est l'État qui impacte avec le schéma directeur d'Abidjan qui va impacter ça. Et donc nous avons plaidé pour que
la route qui commence, que vous voyez, le dédoublement de la voie nationale qui va à Dabou, c'est un des dérivés donc, de notre action qui a fait que l'État a lancé ces travaux-là. Nous avons donc la fin des travaux de recensement des personnes qui vont être impactées par la Y4, donc ça c'est en matière d'aménagement du territoire. Nous avons le début du travaux de construction de la ligne haute tension. Il y a 2 lignes, si vous voulez, globalement, on a des problèmes. Une ville, ça doit avoir des routes, de l'électricité et de l'eau pour supporter sa croissance. Si vous n'avez pas de voie qui traverse votre ville, vous êtes enclavé et ça donne un peu l'effet que Bergerville a. C'est-à-dire pour sortir, on est obligé de tous passer par un seul endroit. Donc les voies sont un peu l'épine dorsale de la commune. Il y a 2 voies structurantes qui vont traverser, 3 voies structurantes qui vont traverser Songon, la voie nationale qu'on est en train de dédoubler, la Y4 qui va passer par l'autoroute à peu près sortir vers un peu avant la nouvelle zone industrielle pour rentrer dans Songon et sortir sur le carrefour de Jacquesville. Et puis on a une autre voie qu'on appelle la V9 qui va traverser dans le milieu nord de Songon, qui a fait une 3e voie transversale, de sorte à pouvoir structurer le développement en s'appuyant sur ces 3 voies structurantes. Après, vous avez l'électricité. Vous voyez bien qu'on nous coupe quasiment 4 ou 5 fois par jour aujourd'hui l'électricité. Cela est dû au fait que nous sommes alimentés principalement par les lignes qui viennent de Dabou. Et cette ligne-là, elle est saturée puisque la population grandit. On a une autre petite ligne qui secoue la ligne de Dabou qui vient donc de Le Pougon, mais qui s'arrête au carrefour Bembresso et qui ne prend que les localités qui sont autour de Bembresso quand la ligne principale de Dabou lâche. Donc nous avons fait aussi le plaidoyer auprès de l'État pour que les lignes qui vont être tirées pour aller alimenter la nouvelle zone industrielle, parce il va y avoir des lignes haute tension qui vont passer dans Songon pour aller alimenter la nouvelle zone industrielle. La contrepartie en termes d'impact environnemental, c'est qu'on nous construise des lignes moyenne tension et basse tension pour permettre de structurer un peu mieux le réseau électrique. Ensuite, vous avez maintenant l'eau. Et ça, quand ça sera fait, je pense que c'est dans un délai. Les lignes de haute tension ont déjà commencé, donc dans un délai d'1 an, je pense que tout ça sera en place. Et vous avez le problème de l'eau qui manque à Songon. Et l'eau, on a plaidé auprès du ministre de l'Hydraulique pour la construction d'un château d'eau, dont les études sont en cours. Le directeur général de la SODECI me l'a confirmé. Donc, à terme de 1 an et demi, on aura solutionné les problèmes d'enclavement par les voies, les problèmes de fourniture d'électricité et les problèmes de fourniture d'eau. Ce qui permettra à la ville maintenant de grandir sans avoir trop besoin des infrastructures primaires qui sont aussi lourdes que ça. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose que nous avons fait. En matière de santé, nous avons construit, on est bloqué depuis un certain nombre de temps sur le centre de santé de Audouin. On a construit un centre de santé. On a réhabilité les maisons de l'infirmier et on a construit un centre de médecins, une villa pour le médecin. Et nous avons été bloqués dans l'ouverture par l'absence d'eau. Donc le ministre de l'Hydraulique a permis qu'il y ait un château à Audouin qui permette donc d'alimenter maintenant en eau. Et lorsque nous sommes allés ouvrir, la direction régionale de la santé nous a imposé de faire les clôtures de ces 3 bâtiments. Donc la clôture de ces 3 bâtiments, nous l'avons programmé pour 2022 et nous pensons que nous allons ouvrir donc enfin ce centre de santé. Nous avons plaidé également auprès du district pour avoir un centre de santé du côté d'Abiaté, donc c'est quasiment à l'inauguration. En matière d'école, nous avons construit des classes à Son-Diabonou, nous avons réhabilité, fourni des tables bancs à l'école de Cassemblé et à l'école à Bangar. Et nous avons construit une maternelle à Songon-Agban village. Et nous sommes en train de clôturer maintenant un certain nombre d'écoles comme celle de Djepoté, celle de Cassemblé, qui vont aujourd'hui connaître leur clôture d'école. Nous avons aussi fait des ouvrages d'eau, d'assainissement, puisque nous avons construit des châteaux d'eau. À Agban-Atier 2, nous avons construit des châteaux d'eau. À Anguédédou, nous avons construit des châteaux d'eau. Et nous sommes en train dans le village de Djepoto numéro 2, nous avons construit un château d'eau. Et nous sommes en train de finir de lancer les travaux de château d'eau à Djepoto Mairie, le quartier de la mairie. Donc il y a pas mal d'infrastructures que nous avons réalisées. Si vous voulez, dans le courant de vos questions, on pourra toucher ici et là. Bon, j'ai pris ce qui était dans ma tête tout de suite, mais il y en a pas mal. D'accord. Donc merci. Songon est un peu à l'image de l'ensemble du pays en matière donc de lutte contre la Covid. Nous constatons malgré nous que les populations ne semblent pas avoir intégré
cette pandémie comme étant une réalité pour elle. Donc, depuis 2020, nous avons multiplié les actions de sensibilisation, de fourniture de masques, de matériel pour laver les mains. Mais il faut avouer qu'on s'est aperçu assez rapidement que ça n'intéressait pas particulièrement les gens d'appliquer ces mesures d'hygiène. Donc, si vous achetez du matériel que vous mettez à disposition et que vous observez que c'est pas fait, à un moment, il faut arrêter. Donc nous sommes aujourd'hui un peu dans la même situation que l'ensemble des communes d'Abidjan. Nous observons que les populations, certaines d'entre elles prennent conscience, vont faire le vaccin, en tout cas continuent de faire les mesures, prendre les mesures préventives. Mais une grosse majorité des Ivoiriens estiment que c'est une maladie qui, à tort, qui ne les impacte pas suffisamment. Donc ce que nous essayons de faire, c'est nous, dans les actions que nous menons, dans les rassemblements que nous faisons, de fournir des masques à toutes les populations qui assistent. Lorsque vous arrivez à la mairie, également nous assurons que vous avez des masques, nous fournissons des gels de main pour que tout le monde truc. Mais il est très difficile de faire imposer ces pratiques-là au niveau de la population. Dieu merci, le caractère létal qu'on observe peut-être sous d'autres horizons n'est pas aussi évident chez nous, puisque la mortalité est quand même assez réduite compte tenu donc de la taille des contaminations. Et le dernier variant, effectivement, semble donner plus de soucis puisque sa contagiosité est plus importante. Mais nous restons donc assez démunis en matière de stratégie de lutte contre, si ce n'est de sensibilité. Non seulement on va vous taxer de vous ingérer dans des choses qui ne vous concernent pas, mais surtout, on va tout de suite lier la chose de façon politique, ce que nous ne voudrons pas. Donc nous laissons le processus être déroulé et supervisé par le sous-préfet. Et quand ça va arriver à terme, bien évidemment, nous accueillerons avec joie et nous travaillerons avec les nouveaux chefs qui auront été établis. Mais je pense qu'il reste à peine 3 ou 4 villages où la question se pose encore. Les besoins sont exponentiels. C'est énorme. Je dis même l'État de Côte d'Ivoire lui-même, du haut de ces 8 000 et quelques milliards de budget, n'arrive pas à prendre en charge même ne serait-ce que 10%, 20% des besoins sociaux exprimés par les populations. Donc, a fortiori, une commune comme Songon, dont je viens de vous donner le budget total, 500 millions. Donc, ça veut dire que dans 500 millions, vous allez enlever du fonctionnement, le paiement des salaires, l'essence et tout ça. Donc, vous avez environ, comme je viens de le dire, 200 millions d'investissement. Et 200 millions, encore une fois, c'est 6 fois ce qu'on faisait il y a 7 ans, au moment où je suis arrivé. Donc dans 200 millions, une classe d'école, c'est une école de 3 classes, c'est 30 millions. Vous faites un centre de santé, c'est 30-40 millions. Donc, vous gérez vos ressources en fonction des priorités que vous avez. L'administration centrale, lorsqu'elle affecte une personne dans une commune, elle donne les moyens du fonctionnement de son service. Sinon, on ne s'en sortirait pas. Imaginez-vous, il y a la construction, il y a les eaux et forêts, il y a les impôts. Si à chaque fois qu'une administration s'installe, la commune doit construire pour les abriter, voilà, les populations elles-mêmes, finalement, qu'est-ce qu'on fait pour elles? Donc, je crois qu'il faut savoir raison garder dans tout ça. Lorsque nous avons rencontré l'assistance sociale, elle a dit qu'elle avait besoin de beaucoup de choses. On a demandé quelle était la priorité. Si on devait faire quelque chose, ça devait être quoi? Elle a demandé un moyen de transport que nous allons lui donner. Bon, on ne peut pas se permettre d'acheter une voiture, mais on a convenu qu'on lui offre une moto. Dans les tout premiers jours de l'année 2022, ça va se faire pour lui permettre des déplacements entre Abidjan et les visites du terrain. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de finir le foyer des jeunes. Le foyer des jeunes, c'est un foyer avec des bureaux et une salle multifonction qui peut servir de sport ou de spectacle ou de réunion. Et nous pensons qu'avec les jeunes, nous pouvons trouver un terrain d'entente pour abriter, si ça peut alléger déjà les charges de l'assistance sociale, pour abriter, donner un bureau pour abriter l'assistance sociale. Je le dis sans avoir consulté le conseil municipal. Donc, mais quand même, je pense que c'est quelque chose qui est possible. Donc, dès que les bâtiments vont être livrés, je pense début mars, nous allons approcher l'assistance sociale avec le feu vert du conseil municipal pour voir comment
on peut soulager ces dépenses. Parce que la question du social est effectivement transversale dans toutes nos actions. Oui, il est dans le quartier derrière la mairie. Il est derrière la mairie. Quand vous dépassez la voie qui mène à la mairie, vous dépassez le bâtiment de la mairie, vous trouvez sur votre droite le foyer. Et je pense qu'en mars, on va certainement l'inaugurer enfin, puisque ça fait quand même longtemps qu'il est sur les rails. Donc, pour venir aux personnes défavorisées et vulnérables, nous avons une ligne budgétaire chaque année qui nous permet donc d'assister les personnes en difficulté. Mais cette ligne budgétaire, évidemment, est sans commune mesure avec ce qu'il aurait fallu pour pouvoir prendre en charge toutes les difficultés qu'il y a dans notre commune. Donc elle est très vite épuisée lorsqu'on elle a à peu près de 2 millions, mais dès qu'on arrive vers juin, il n'y a plus rien à truc. Alors donc nous appuyons sur des organisations qui nous permettent d'atteindre un certain nombre de domaines dans lesquels nous n'avons pas la logistique nécessaire pour opérer. Donc en ce qui concerne par exemple les orphelins, depuis 3 ans nous avons accompagné une ONG qui s'appelle Domaine Calais, qui est située à Songo-Agban et qui s'occupe des orphelins. Pour les femmes, nous subventionnons donc l'inscription des femmes à l'IFEF, en dotant l'IFEF d'un certain nombre de budgets qui devaient permettre de réduire les frais de scolarité donc des femmes, puisque ce sont les populations vulnérables. Nous, sur les personnes avec un handicap, nous avons fait l'année dernière, par exemple, une opération avec le docteur Allo, qui est un médecin de Songo-Agban, qui a une ONG qui s'occupe donc de ça, et nous avons permis à une association handicapée de profiter de 5 ou 6 fauteuils roulants avec des cannes d'appui. Donc l'ONG Lobus, je ne suis pas sûr que je l'ai déjà rencontré, mais ça me dit quelque chose en termes de saisine. Je pense qu'ils nous ont écrit un certain nombre de fois. Mais là encore, je veux dire, on ne peut pas, il faut vraiment qu'on s'asseye et qu'on définisse une stratégie plus structurante. Parce que si c'est juste pour aider les gens à vivre, je veux dire, on n'aura jamais les moyens. Donc, au-delà de dire on a besoin de X, on a besoin de Y, ce dont on est demandeur, nous communes, nous collectivités, c'est d'une vraie politique qui nous permette donc de sortir de façon durable ou bien de prendre en charge de façon durable les personnes à la situation de handicap. Donc, à ce titre-là, je crois que le nouveau ministre des Affaires sociales, monsieur le ministre Camara, nous, les maires du district d'Abidjan, nous a approchés pour exposer un projet qu'il avait dans les tiroirs et qui est en tout cas mature, avec une grande compagnie de téléphonie mobile, qui consiste donc à installer dans chaque quartier d'Abidjan, y compris Songo, donc, des box qui vont permettre aux handicapés donc de trouver un moyen d'insertion. C'est ce type de stratégie-là, de long terme, en tout cas qui porte des fruits et qui s'autofinance, qui est gérable. Parce que toute autre forme d'aide, d'assistance pure, de distribuer de l'argent comme ça, à un moment donné, les charges sont telles qu'on ne peut pas continuer de façon viable ces choses-là. Donc je pense que ce projet avec le ministre Camara peut permettre donc de régler une partie des problèmes d'insertion que connaissent les handicapés. Alors c'est 20 millions l'enveloppe budgétaire chaque année. Mais bon, on n'a pas de canevas sur les types de projets. Les premiers financements que nous avons accordés, on a demandé aux personnes bénéficiaires de ce projet de s'installer dans une activité bien précise. C'était l'activité de restauration, parce qu'on a estimé qu'il en manquait en 2014, on n'était pas encore au niveau qu'on est aujourd'hui. Mais après ce programme, nous avons laissé les personnes proposer eux-mêmes les projets qu'ils estimaient porteurs et pour lesquels ils avaient une compétence particulière. Donc nous traitons les projets au cas par cas. Il y a une commission qui est pilotée donc par la plateforme de services, puisque c'est eux qui ont la gestion de ce fonds, et qui comprend le président des jeunes et la présidente des femmes, et qui statue sur les dossiers au cas par cas, selon leur profil de risque, selon la qualité des personnes qui les proposent, selon la pertinence du marché qu'ils veulent intégrer. Mais quand on voit comment Songo se développe, tous les métiers qui sont autour du bâtiment sont aujourd'hui porteurs, tous les métiers qui sont autour de les métiers de proximité, comme les salons de coiffure, les salons de couture, les pressings, tout ce que vous voyez que la ville s'étend. Les gens qui arrivent ont besoin
ces commerces de proximité, tout ce qui est alimentation de proximité. Et il ne faut pas qu'on rate ce coche et que voilà. Donc nous poussons les jeunes quand ils viennent présenter des projets, à présenter des projets vers ces domaines-là, mais il n'y a pas d'obligation formelle à aller vers là. Alors justement, est-ce qu'il y a un accompagnement de ces jeunes-là, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, il n'est pas juste question de distribuer de l'argent. Exactement. Est-ce que vous les accompagnez de sorte à ce qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent rembourser correctement pour que d'autres jeunes soient financés? Absolument. Ce que nous avons observé, c'est qu'il y a deux catégories de personnes. Il y en a qui viennent avec une intention déjà arrêtée de ne pas rembourser. Voilà. Donc ceux-là, quand on ne les a pas décelés suffisamment tôt, ils prennent et puis ils disparaissent dans la nature. Mais nous avons engagé, parce que c'est l'argent public dont nous devons avoir quand même un minimum de responsabilité, nous avons saisi donc nous avons engagé une phase contentieuse que nous allons mener jusqu'au bout. Et ça, on leur dit ça de façon répétée. On va mener ça jusqu'au bout, même s'il faut que ça finisse par un emprisonnement. Parce qu'on ne peut pas... Sinon, on va envoyer un signal qui est trop mauvais aux autres. Ensuite, il y a ceux qui se mettent dedans, mais qui ne s'impliquent pas vraiment. Qui ont de la bonne volonté, mais faire un projet, ça demande une présence permanente du promoteur dans son projet. Et ceux-là, c'est difficile. Ils remboursent vraiment de façon chaotique, mais on les accompagne quand même pour rembourser. Et puis il y a ceux qui sont venus pour réussir, qui sont présents dans leur commerce, et ceux-là, il n'y a pas de problème. Mais d'une manière générale, une fois qu'on a fini de les sélectionner, il y a une formation de gestion qu'on fait à tous. Et il y a M. Gbamou, donc, qui est un peu la cheville ouvrière de ce programme, qui les suit au quotidien, puisqu'il va encaisser les remboursements, donc il les suit au quotidien et lorsqu'il y a besoin de conseils pour améliorer le profil ou l'activité, il donne les conseils puisqu'il est lui-même de formation financière et comptable. Alors non, nous n'avons pas mis de statistiques, c'est vrai, sur le suivi des personnes qui ont eu le permis. Mais c'est vrai que le permis, lorsqu'on n'a pas beaucoup de diplômes ou on n'a pas d'autres diplômes, le permis reste quand même un moyen de s'insérer dans la vie active quand on voit tout le développement immobilier. Il y a besoin de conduire des machines, il y a besoin de conduire des voitures. Donc vraiment, nous avons pensé que c'est une opportunité, ne serait-ce qu'en soi-même, de détenir un permis de construire pour les jeunes. À charge pour eux, effectivement, de vraiment d'être sur le terrain et de proposer leurs services. Mais c'est vrai qu'on peut mettre en place un suivi pour ne serait-ce qu'avoir des statistiques sur la façon dont évoluent les bénéficiaires et même peut-être si on a des projets de transport, voir comment ces bénéficiaires-là puissent ensuite être réorientés vers ça. Donc je prends le point, je pense que c'est une idée intéressante de voir avec les services socioculturels comment on peut continuer à suivre ces personnes-là. Vous avez une question? Merci. Mais non, sur la jeunesse, comment j'ai Oui, sur la jeunesse, pour vous ça va? C'est bon. D'accord. Monsieur le maire, on pourrait aborder une autre question. On va parler de transport. Je pense que vous avez une question en ce qui concerne le transport. Okay. Effectivement, monsieur le maire, le transport à Songan est un casse-tête pour certains passagers usagers de votre circonscription. À cet effet, certains d'entre eux déploient l'augmentation ça et là du transport à la tête du client et selon les trajets souvent très coupés. Le transport, à notre connaissance, de Yopougon Sipores à Songon à Ban, il est fixé à 300 francs. On constate qu'il y a certains jours le transport est de 500, souvent il arrive même à 1000 francs. Qu'est-ce que votre conseil fait pour encadrer le coût du transport? Merci. Bon, déjà, en termes de contexte, nous sommes dans un marché libre. Et le domaine du transport est un marché qui n'est pas régulé par l'État. Même au niveau national, vous n'avez pas vu des arrêtés qui disent, bon, voilà. Donc, ce n'est pas régulé. Donc, c'est un marché donc, à concurrence libre. Celui qui estime qu'il peut être rentable à 300 francs, il vient, il fait son prix à 300. Celui qui estime, voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il y a une organisation professionnelle qui fait que
ça conduit plus ou moins à une forme de monopole ou de duopole entre des syndicats qui, parce qu'ils sont organisés en syndicats et donc défendent des intérêts communs, arrivent à influencer la fixation des prix de façon anormale. Donc il y a effectivement des distorsions entre ce que devait être le prix lorsqu'on regarde l'évolution économique des choses et les prix qui sont pratiqués en réalité. Le phénomène économique qui est à la base, le phénomène qui a tout déclenché, au-delà des augmentations d'essence, mais ça c'était dans le passé. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un consensus autour de 500 francs. Et ce qui se passe, c'est qu'avec les travaux, les transporteurs estiment qu'il y a un manque à gagner, puisqu'ils vont moins vite, ils font moins de trajets, et donc ils font des recettes moindres avec des charges qui sont identiques, puisque le chauffeur, il faut bien le payer, même s'il fait 2 trajets ou 3 trajets. Donc il y a une tendance des personnes à vouloir profiter donc de ces encombrements sur la route pour impacter le prix du transport. En face, on a aussi le phénomène des dernières mesures qu'a pris le ministère des Transports, qui permettent donc aujourd'hui, qui demandent aujourd'hui une certaine régularité administrative des pièces des véhicules. Donc ça a mis de côté aussi pas mal de véhicules qui n'étaient pas en règle. Donc vous avez une baisse de la demande, une baisse de l'offre de transport, un ralentissement du trafic, et puis en face une hausse de la demande, puisque les populations, je vous ai dit tout à l'heure, croissent dans le secteur, donc la hausse est forte. Et donc il y a une tendance aussi de certaines populations à emprunter des véhicules qui viennent de Dabou pour pouvoir aller plus vite, puisqu'il manque à Songon. Et les véhicules de Dabou ne fractionnent pas leur prix. C'est 1000 francs que vous montez à Djepoudoumé pour aller à Yopougon, ou que vous montez à Dabou pour aller à Yopougon, c'est toujours 1000 francs. Donc ça donne l'impression que c'est les transporteurs de Songon qui fixent ces prix. Mais lorsque nous avons rencontré les syndicats, ils nous ont absolument juré, ils se sont engagés même formellement à dire que si l'un de leurs pratique un prix de 1000 francs, ils le sanctionneraient. Donc j'ai rencontré les populations, notamment les jeunes, pour leur dire, bon écoutez, aidez-nous à à prendre au mot les transporteurs, et vous qui êtes les usagers, si vous prenez un cas où c'est mis, la personne vous demande 1000 francs, prenez les photos de la plaque d'immatriculation, et nous allons faire le relais avec les transporteurs pour les mettre face à leurs responsabilités. Et je pense qu'on a reçu une photo d'une plaque, c'est la première et la seule d'ailleurs qu'on a reçue, et on a saisi les syndicats qui ont mené les enquêtes et qui ont effectivement attrapé un des leurs. Donc ils ont fait une réunion pour sommer tout le monde, à partir de cet exemple, pour sommer tout le monde à revenir dans les grilles normales, c'est-à-dire 500 francs, sous peine de sanctions et d'exclusion purement et simplement de la ligne. Donc ça, c'est ce que institutionnellement la commune peut faire pour améliorer l'environnement concurrentiel du secteur du transport. Mais en aucun cas, nous pouvons légiférer pour dire, voilà, à partir de l'arrêté, c'est des tics, puisque c'est un marché qui n'est pas régulé par l'État. Donc on ne peut pas se substituer à l'État pour dire, à son niveau, nous allons réguler. Donc ça, c'est compris. Tout ce qu'on peut faire, c'est faciliter l'encadrement, améliorer les rapports, les relations entre les usagers et les syndicats. Dieu merci, à Songo, ils sont organisés, ils sont sérieux. Et les organisations de jeunes aussi sont en face, les organisations des scolaires aussi sont en face. Donc, toutes ces trois parties peuvent discuter pour solutionner les problèmes qui peuvent se poser au fur et à mesure. Donc, un des problèmes qu'on a identifié, c'est que c'est la ligne de Dabou qui est à 1000 francs et la ligne de Songo, on veut que les transporteurs de Songo soient à 500. Et si jamais les transporteurs de Songo augmentent à 500, ils seront exclus si la preuve est faite qu'ils ont augmenté. Tout à fait. Tout à fait. Il en existe. Nous venons récemment de finir de les organiser. Et donc, ils ont des gares et des lignes qu'ils font aujourd'hui à Songo. Nous avons, le conseil municipal a même réglementé les couleurs qu'ils doivent porter. C'est du vert et du blanc. Et nous laissons donc, au fur et à mesure qu'ils vont renouveler leur papier, puisque si vous changez de couleur, il faut que la carte grise soit adaptée. Donc, on laisse le temps, en 2022, à chacun de se mettre aux normes. Sinon, le syndicat des taxis communaux existe. L'organisation est en place et maintenant il faut aller ouvrir de nouvelles lignes puisque des nouveaux quartiers se créent, voir comment on ouvre les nouvelles lignes pour permettre donc de mailler de façon parfaite l'ensemble de la commune. Les tricycles aussi font l'objet d'une réglementation au niveau national
Et donc cette réglementation au niveau local est déclinée et appliquée. Et donc ils font l'objet d'une délivrance d'une autorisation de transport. Et cette autorisation de transport, elle est délivrée sous réserve que les conditions légales soient réunies, notamment les assurances qu'ils doivent prendre, etc. Donc s'ils ne sont pas en règle, nous ne délivrons pas. Et s'ils continuent à rouler sans papier, bon, ils tombent sous le coup de contrôle de police municipale ou de police nationale. Elle doit faire normalement, la voiture doit faire normalement l'objet d'une fourrière, d'une mise en fourrière. Ça, c'est un truc. Merci. D'une manière générale, l'approche de la commune, c'est de dire que là où on peut faire de l'argent, il n'y a pas besoin que l'argent public s'y investisse. Puisque des opérateurs, des capitaux privés peuvent trouver les moyens de leur rentabilité. Et le tourisme est un secteur où on peut avoir des retours de rentabilité sur investissement, des retours sur investissement. Donc, l'idée, c'est plutôt de trouver des opérateurs en matière d'hôtellerie et tout ça, qui puissent investir sur le pourtour littoral, le littoral lagunaire, et donc voilà, gérer leur affaire, faire de ça leur affaire et faire développer ce tourisme de week-end, parce que c'est un tourisme pour les gens qui seront peut-être à Abidjan, au lieu d'aller jusqu'à Assini, Bassam, etc., trouver sur le littoral lagunaire de Songon des réceptifs hôteliers qui permettent donc de se récréer. Mais quand vous avez fini de dire ça, où est-ce que vous voulez qu'on construise? Il faut bien foncier. C'est ça toute la problématique de Songon, peut-être qu'on va y arriver, c'est que le foncier est détenu par les villages, notamment les familles et les communautés villageoises. Et donc il faut, pour qu'on puisse avoir des bords lagunaires, il faut qu'il y ait des familles qui acceptent de transformer leur espace en réceptacle hôtelier et non pas en maison. Et c'est tout le problème qui est posé à Songon. Dans un souci de retour sur investissement rapide, on fait des morcellements de notre territoire et on ne prévoit comme usage que des maisons. Donc si vous prenez, vous voyez ça, c'est vierge, hein, mais en réalité, tout est morcelé et vendu. Donc il faut avoir aussi un recul par rapport à ça. Les gens, quand on leur dit, mettez des espaces à caractère commercial, pour que les gens qui viennent ne soient pas obligés d'être forcément dans des maisons. Lorsque vous parlez de ça, on va dire, mais est-ce que ça se vend? Parce que pour vendre des espaces commerciaux, ce n'est pas la même façon qu'on vend un lot de terrain pour l'habitation. Donc il y a des délais qui sont plus longs. Donc il faut déjà sensibiliser le propriétaire foncier à utiliser à morceler ou à lotir ses terres de façon à prévoir des espaces. Parce que si vous lotissez que vous prévoyez 500 mètres carrés, 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, 1000 mètres carrés, vous destinez ces usages à l'habitation. Or, une entreprise qui vient s'installer pour faire du tourisme, il va vouloir un espace d'1 hectare à l'intérieur d'un lotissement approuvé, mais personne ne fait d'espace d'1 hectare. Donc on a ce souci-là qu'il faut qu'on améliore. Donc, ensuite, il y a l'extension des villages. Les villages ont, à mon avis, la mauvaise idée de vouloir s'étendre tout le long du littoral lagunaire. Donc ils bousillent ce qui pourrait faire leur richesse, puisque c'est au bord de l'eau que proviennent, qu'on peut rentabiliser rapidement en faisant en développant le tourisme. Mais on s'étale. Et quand ils ne s'étalent pas pour le bien de leur population, ils s'étalent en distribuant des terres à leur population qui les vendent. Donc il n'y a pas d'espace réservé. Donc depuis 2014, nous essayons de conscientiser les chefferies pour limiter dans l'espace le développement des villages. Une fois qu'on a dit le village va d'un point A à un point B et il va être contenu dans cet espace, alors on libère des bords lagunaires pour permettre à des investisseurs de prévoir des réceptacles hôteliers. Donc nous avions contacté à l'époque une compagnie, une grande, on va dire, un opérateur hôtelier qui était prêt à regarder l'implantation de plusieurs petites unités comme ça depuis Abadian-Doumé jusqu'à Mbraté, des petits réceptacles tenus par une même chaîne hôtelière et qui permettraient donc de favoriser l'éclosion d'un vrai tourisme de week-end. Nous avons commencé par Songon-Agban, pour parler avec Songon-Agban, et on s'est rapidement heurté
aux problèmes de chefferie qu'il y avait, puisque c'était déjà en 2020, donc ils commençaient à avoir des problèmes de chefferie. Et donc les gens nous ont conseillé d'attendre la passation de pouvoir pour qu'on puisse revenir. Et je pense que c'est fait maintenant. Donc nous allons, une fois que tous les chefs Chagba auront été installés, on repartira vers eux avec cet opérateur-là qui vraiment veut booster ce bord lagunaire. Du côté maritime, côté Audouin, il y a un gros projet aujourd'hui de l'État, puisque toute la zone aujourd'hui est gelée par le ministère de la Construction, qui a fait passer des courriers pour geler les lotissements dans ce secteur, puisque la zone aurait été attribuée à l'opérateur Fakouri pour aménager les infrastructures primaires et secondaires dans ce bord lagunaire-là. Donc je pense que peut-être que là on aura l'occasion, ou en tout cas l'opportunité d'avoir une vraie stratégie touristique sur le bord de mer. Du côté lagune, malheureusement, les occupations anarchiques font que, même si vous voyez des espaces vides, la plupart de ces espaces là font l'objet d'un lotissement, certes qui n'est pas approuvé, mais dont les lots ont déjà été prévendus. Donc une fois que les nouveaux chefs auront été installés, et je les ai reçus en séminaire récemment à Songon Park, en parlant de tourisme, donc félicitons au passage tout le travail que fait Songon Park pour porter haut le nom de Songon. Nous sommes réunis donc pour parler de ce sujet de foncier et de la nécessité donc de se mettre ensemble pour prévoir sur le sol autre chose que des habitations. Parce que si nous allons à cette allure-là, nous allons nous fermer complètement le développement économique. Nous sommes aux portes d'Abidjan et j'ai plaisir à dire que dans toute la Côte d'Ivoire, il n'y a pas une commune qui est mieux placée que Songon en termes d'essor économique, puisque la distance avec Abidjan est quasi nulle. Entre le Pougon et Songon, il n'y a quasiment pas de distance. Donc nous bénéficions donc de tout le poids économique de la capitale. Et puis nous sommes des 4 communes qui entourent la capitale, celles où il y a le moins d'habitation, où le sol n'est pas annexé. Voilà. Donc on a les possibilités, si on se met ensemble et qu'on réfléchit ensemble à des projets d'envergure, de transformer Songon rapidement en un Eldorado parce qu'on a de vrais atouts. Mais si les propriétaires fonciers s'arc-boutent sur leur pouvoir, leur titre, et disent c'est moi qui suis propriétaire, c'est moi qui dois faire, je sais ce que je veux faire de ma terre. Or, entre être propriétaire d'une parcelle de terre coutumière, propriétaire coutumier, et lotir une parcelle de terre, il y a deux métiers qui sont complètement différents. Un propriétaire foncier ne peut pas s'ériger. Donc ce sont des opérateurs qui viennent les voir, et ces opérateurs-là, leur seul objectif, c'est de gagner de l'argent. Donc gagner de l'argent rapidement, c'est découper la petite parcelle de terre et puis vendre. Intermédiation du sous-préfet, rencontrer donc les autorités de police nationale, et qui nous ont envoyé une délégation pour visiter un site qu'on a offert de façon gracieuse en attendant qu'on ne construise un commissariat en bonne et due forme. Donc c'est un site qui est du côté de l'ancienne mairie, qui à l'époque servait à la plateforme de service, et donc qu'on peut réhabiliter rapidement, mettre les infrastructures de sécurité qu'il faut pour pouvoir abriter un commissariat. Donc les discussions sont très avancées, l'équipe est venue regarder, et il s'agit maintenant que la direction du patrimoine, donc de la police nationale, vienne y jeter son coup d'œil pour pouvoir donner les spécifications techniques pour la refonte un peu de ce site, ou la sécurisation de ce site, et puis ensuite aller vers une inauguration et une affectation des propulsés. Donc nous bénéficions, comme je viens de dire, de l'appui et de l'accompagnement du sous-préfet dedans, parce que les relations entre les administrations sont lourdes souvent. Donc nous attendons à ce stade le retour de la direction du patrimoine sur la façon dont ils voudraient qu'on aménage ce local pour le sécuriser un peu, parce que la partie violon, il faut quand même faire quelques aménagements. Ceci pour dire que les discussions sont déjà en cours et nous espérons les voir aboutir dans le courant de l'année 2022. La sécurité, la délinquance, la petite délinquance d'une manière générale. Et donc c'est un phénomène nouveau que nous essayons d'adresser avec les moyens de bord. Donc d'abord nous avons cette année, pour parler de ce que nous avons fait, nous avons essayé de nous mettre en partenariat avec la FESI locale, parce que c'est le syndicat estudiantin qui est le plus constitué, le plus organisé. Et nous avons fait une caravane donc, de sensibilisation sur les effets donc, de l'alcool
de la drogue et puis de la grossesse en milieu scolaire. Et nous entendons chaque année amplifier ce partenariat parce que c'est là où se trouvent vraiment les niches de développement de ces choses-là. Maintenant, la partie pour s'installer dans une partie répressive beaucoup plus intense, donc ça c'est la partie sensibilisation. Nous allons nous associer avec toutes les institutions au niveau national qui nous permettent d'adresser cette question de sensibilisation de la meilleure façon qu'il soit. Mais il faut effectivement développer aussi un volet de coercition, en tout cas de correction des personnes qui s'adonnent à ça. Et ça, la gendarmerie, qui est aujourd'hui la seule entité au niveau sécurité qui est en place, nous avons demandé au sous-préfet de mettre en place un comité de sécurité mensuel ou bimensuel, à l'intérieur desquels nous allons adresser ces sujets et voir les moyens qu'il faut dégager pour la gendarmerie pour permettre donc de mieux faire la répression de cette activité illicite. Donc si vous voulez, pour l'instant, en termes de choses faites aujourd'hui, c'est d'abord ce partenariat pour la sensibilisation des écoles, des écoliers. Et ce que nous envisageons demain, c'est de renforcer ce partenariat en mettant les expertises nationales adéquates pour qu'on fasse quelque chose de sérieux et de pérenne. Et puis, de l'autre côté, mettre en place donc, un comité de sécurité pour traiter de la sécurité d'une manière générale, mais surtout prendre en charge, adresser les sujets de répression de l'activité de vente illicite, enfin de vente de stupéfiants. Maintenant, on a organisé, les maquis se sont organisés également, les restaurants et les maquis, donc on a des représentations de ces associations. Nous allons également aller vers eux pour mettre en place une sensibilisation sur les vendeurs de ces restaurants et de ces maquis, parce que beaucoup de choses aussi se passent sur ces espaces-là. Donc ils seront responsabilisés, d'abord formés, responsabilisés, pour interdire donc la consommation en leur sein. On va vraiment, il faut que ce soit une coordination des forces pour pouvoir juguler ce phénomène qui n'est pas que localisé à Songhon, c'est un phénomène évidemment national. Alors c'est l'année 2022 que nous allons donc mettre en œuvre, puisque la décision date de 2020, décembre 2020, mais on avait déjà nos budgets en place, donc 2021 n'a pas vu la participation de la commune dans ces choses-là, mais en 2022 nous avons prévu un budget, je pense de 10 millions de mémoire pour accompagner les COGES dans la gestion administrative des écoles. 10 millions parce que nous avons pris pour référence la mairie de la commune de Tchassalé, qui est la commune qui est un peu précurseur dans ce domaine, et nous avons essayé de voir, ils sont à 15 millions. On a fait un petit rapport en termes de nombre d'écoles qu'ils ont dans le secteur, donc on a trouvé un premier chiffre de 10 millions. On verra bien en 2022 comment ça se passe, et puis on ajustera dans les années à venir. Mais comme tout parent d'élèves, je suis absolument subjugué et ahuri par ce phénomène. Comment des élèves peuvent, comment on appelle ça, dans un monde qui se globalise et avec des compétitions qui s'interpénètrent, on peut imaginer que l'école n'est pas la seule façon de sortir ou de devenir quelqu'un demain. Et qu'on puisse dire, bon, nous on veut arrêter l'école pour aller en vacances. Ça, c'est quelque chose qui est de toute façon incompréhensible et condamnable. Quelles en sont les causes, les origines, etc. On peut toujours argoter, mais il faut déjà condamner le fait que des élèves puissent arriver à ça. Et mettre en place les solutions qu'il faut, tant au niveau des parents que même de la communauté éducative, pour définitivement sortir de cette habitude qui ne nous apporte que des mauvaises choses pour l'avenir. Donc c'est condamné. Qu'il soit maintenant à Songhon. Songhon, vous savez que le centre d'action civique qui est à Songhon est une initiative qu'on a souhaitée. Hein, c'est nous qui on a un peu bataillé pour que ce soit là. Et à l'origine, chaque année, un certain nombre de jeunes de Songhon sont accueillis dans ces centres-là pour des formations au niveau technique, etc. Donc c'est d'abord une formation d'insertion plutôt qu'une formation de redressement. Voilà. Bon, donc je trouve dommage que les enfants aient été obligés de passer par là, mais bon, souvent aussi il faut le bâton un peu pour que les gens reviennent à des règles et à des lois, au respect des règles et des lois. Donc je trouve que ça peut être une bonne chose
mais il ne faut pas que ça dérape parce que si on médiatise ça, ça veut dire que derrière, il y a une intention, ou en tout cas, il y a des interprétations qu'on peut faire. On aurait pu faire ça tranquillement sans le médiatiser, et puis peut-être avoir un petit article dans un journal pour dire que bon, les gens, pour une question de réarmement moral, ont été abîmés. Mais aller filmer des gens qui font des exercices de trucs, je trouve un peu dommage. Bon, au-delà de ça, c'est condamnable. Alors, à mon avis, tout vient de ce que la réforme qui a été introduite au ministère de la Construction, le premier document qu'il faut pour faire un lotissement, c'est l'attestation du chef du village. Donc, un villageois va voir le chef du village, il faut dire, bon, ça c'est le terrain de mes parents, ou c'est le terrain de ma famille, je veux que vous me donniez une attestation de propriété coutumière. C'est le socle sur la base duquel la nouvelle procédure autorise donc à faire un lotissement. À l'époque, vous aviez des commissions locales pour approuver le lotissement. Ces commissions ont été démantelées et tout est centralisé au niveau du ministère de la Construction. Et donc, le villageois qui a ce document-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'associe les services d'un opérateur dit économique, mais en réalité qui est quelqu'un qui a un peu de moyens, et ils mettent en route un lotissement. Ils vont voir un urbanisme, un géomètre, ils prennent des levées, etc. Et puis ils font le truc. Mais la plupart du temps, comme c'est mal fait, le ministère ne l'approuve pas. Et donc eux, ils s'arrêtent au milieu de la procédure, et puis ils vendent les terrains. Et donc les populations d'Abidjan ou des populations d'ailleurs qui viennent acheter les terrains non plus ne prennent pas le minimum de garde-fous nécessaires pour contrôler la régularité de ces choses. Vous savez qu'une transaction foncière, la loi oblige à le faire sous notaire, sous acte notarié. Donc c'est aussi un peu de la faute de ceux qui achètent, parce qu'ils veulent profiter de prix un peu à la baisse parce que c'est fait sous le manteau. Mais en réalité, ils achètent des lotissements qui ne sont pas approuvés. Et si ce n'est pas approuvé, ça veut dire qu'il n'y a aucun contrôle derrière. Ni la mairie, ni le ministère, personne ne contrôle rien. Donc le propriétaire ou l'opérateur peut vendre 2, 3, 4 fois ces choses-là. Mais au-delà du préjudice que ça cause aux populations, le préjudice pour la commune est énorme. Est énorme parce que si vous n'avez pas un plan d'assemblage, je pense que la commune de Songo a été la première à faire un plan d'assemblage de ce lotissement. Et c'est ce plan d'assemblage aujourd'hui qui est utilisé au niveau du ministère de la Construction pour caler les projets de lotissement nouveaux qui arrivent. Parce qu'il faut un minimum de cohérence entre un projet de lotissement et un autre. Si vous faites un projet de lotissement sur 2 hectares, il y a un certain nombre de règles que l'État vous demande de respecter, en termes de dimensionnement des voies, en termes d'équipement public, etc. Mais le projet de 2 hectares, il est analysé sous sa dimension de 2 hectares. Et puis le projet d'à côté aussi est analysé sous la dimension de 2 hectares, et ainsi de suite. Mais ils oublient que lorsque vous êtes dans le nord de la commune et que vous voulez descendre dans le sud de la commune, vous allez traverser des lotissements de 2 hectares, de 2 hectares, de 2 hectares. Et donc si vous dimensionnez les voies pour un lotissement de 2 hectares, sans comprendre que derrière ce lotissement, il y a encore une centaine d'hectares de gens qui vont habiter derrière et qui vont traverser ce lotissement pour arriver dans la voie principale, ça veut dire que vous avez fait n'importe quoi. Donc, il y a absolument une nécessité, c'est ce que j'ai redit aux propriétaires fonciers et aux chefs de village, une absolue nécessité de se mettre ensemble pour repenser la cohérence globale des lotissements qui ont été faits. Et ça, ils ont donné l'autorisation pour qu'on mette en place des commissions de travail. On va prendre lotissement par lotissement. Ceux qui ne sont pas approuvés, ceux qui sont approuvés, ça veut dire que ça a suivi un canevas régulier et tout ça. Mais ceux qui ne sont pas approuvés, qui sont encore en instance, même si les gens ont vendu, de toute façon, ça ne va pas être approuvé. On est obligé de les rendre plus cohérents entre eux, les lotissements entre eux, et de prévoir des lotissements, des lots ou des espaces pour autre chose que des habitations. Donc, l'idée c'est que si par exemple je dois réserver 20% de mon lotissement à l'administration, je fais 2 hectares de lotissement, ça fait quoi? Ça fait 20 000 mètres carrés. Donc 20% de 20 000 mètres carrés, 10% ça fait quoi? Ça fait 200 ou bien 2000? 2000, donc 20% ça fait 4 000, n'est-ce pas? Donc moi je dois réserver 4 000 mètres carrés dans mon lotissement
pour des réserves administratives. Mon voisin d'à côté, 4000 mètres. L'autre 4000 mètres, l'autre 4000 mètres, c'est on peut arriver, si on fait les choses ensemble, à des espaces de 2 hectares, 3 hectares, que l'on peut affecter à des réserves administratives. Et lorsqu'on fait sur 3 hectares, on peut faire un terrain de sport. Le ministère des Sports, le ministre, monsieur le ministre Daoupolin, nous a contactés pour demander, dans le cadre de sa politique de maillage des communes avec des terrains de sport, des terrains de sport aux dimensions nationales, aux dimensions internationales, ils ont demandé de mettre à disposition 3 hectares pour permettre de faire un stade avec quelques gradins. Il n'y a pas 3 hectares de disponibles pour les réserves administratives, il n'y en a pas. C'est des petites réserves pour des petites écoles, des petits centres de santé, mais des grandes infrastructures de ce truc, il n'y a pas. Donc s'il n'y a pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de foutre en l'air notre commune, parce qu'on va être que des résidents. On va devenir comme à Bobo ou à Nyama, et toutes ces personnes qui vont venir habiter vont devoir sortir chaque matin de Songon pour aller travailler à Abidjan, et puis revenir comme les gens de Béjaville le font, avec tous les problèmes de mobilité qu'il y a. Mais ça, c'est parce qu'on n'est pas ensemble pour découper notre territoire, parce que chacun s'érige en lotisseur. Or, ce n'est pas leur métier. Donc, nous allons faire une démarche différente. On va mettre les gens ensemble, on va prendre des grands blocs pour dégager. On peut faire la zone d'Abidjan manque de CHU. Je vous dis qu'on est la seule zone de développement possible parce qu'on a encore de la terre. On peut prévoir 2 hectares pour un CHU. Et s'il y a un CHU, ça veut dire qu'il y a derrière, il y a du travail pour les jeunes. Quand tous ces terrains-là auront été vendus, que feront les jeunes puisqu'il n'y a plus de revenus? Donc il faut faire en même temps qu'on vend, il faut prévoir des espaces administratifs, des espaces de commerce, des espaces de logistique, des espaces... Enfin, bref, prévoir des fonctions autres que des fonctions d'habitation pour son groupe. Et nous allons y arriver. À vous entendre, la commune n'est-elle pas dotée d'un plan d'urbanisme concrètement? Non. Le plan d'urbanisme de la commune, il y a un schéma directeur qui est celui du Grand Abidjan, mais qui prévoit des grandes structures, comme je viens de l'indiquer en début d'entretien. Mais le plan d'urbanisme de détail, qui lui fixe les aménagements, les règles d'aménagement de territoire n'existe pas. C'est un vieux plan d'urbanisme qui a été fait en 1994, je ne sais pas où, mais qui ne correspond pas du tout à la réalité du terrain. Et vous avez pensé l'adapter? Dès 2015, on a dit qu'il faut un plan d'urbanisme. Un plan d'urbanisme digne de ce nom, c'est 1 milliard. C'est 1 milliard. Comme je vous ai dit là, on était venu à 200 millions. Attends, en 2015, on était encore à 250 millions. Donc on a tapé à toutes les portes possibles et imaginables que les bailleurs de fonds, l'État, etc. partout. Et dans le cadre du projet du schéma directeur du Grand Abidjan, nous avons réussi à faire introduire un projet pour Songon de plan d'urbanisme, donc financé par le Japon. Et donc ce projet de plan d'urbanisme, c'est un véritable loup de mer, parce que je ne sais pas où il en est. À chaque fois que je pose la question, on me dit non, ça y est, dedans, on est en train de travailler dessus, mais on ne peut pas travailler sur un plan d'urbanisme sans que la commune et les populations concernées ne soient associées. Donc je considère aujourd'hui qu'on a juste mis le nom, mais derrière, rien ne se passe. Donc, il n'y a pas de plan d'urbanisme. C'est pour ça qu'on essaie de trouver des moyens un peu détournés, parce qu'un plan d'urbanisme, c'est une réflexion sur un grand ensemble. Puisqu'on n'a pas les ingénieurs et les urbanistes nécessaires, on ne peut pas les payer pour faire ça. On va utiliser les urbanistes qui ont travaillé sur chacun des plans de lotissement de 2 hectares, 2 hectares, 2 hectares, là, les mettre tous ensemble pour qu'ils nous produisent un schéma global sur une surface plus grande. Et on va poursuivre face à ces litiges fonciers. Est-ce qu'il existe des instances d'arbitrage au niveau de votre conseil pour essayer de trouver des solutions entre les protagonistes? Alors, il y a deux niveaux de sujet. Il y a des lotissements que la commune de Songon a fait plutôt. Ces lotissements ont été faits par notre prédécesseur, le doyen Adiabois, et concernent donc 3 lotissements. Celui de la mairie, où on est, celui de la sous-préfecture, et puis celui de Songon d'Agbé, là où il y a le marché. Et ces lotissements, à un moment donné, dans leur commercialisation, ont connu un certain nombre de dérèglements, on va dire. Et donc, il existe des litiges, parce qu'il y a des chevauchements de lotissements, il y a des doublons, etc. Ces litiges-là sont pris en charge par une commission, la commission foncière de la mairie. Les litiges sur des lotissements pour lesquels nous ne sommes ni de près ni de loin liés, ce sont des litiges commerciaux normaux. Voilà, c'est comme si c'était un abus de confiance. Quelqu'un nous a vendu quelque chose, il a vendu à un autre, c'est un abus de confiance, ça se règle auprès des tribunaux. Donc à chaque fois que nous sommes saisis par ça, si ça nous concerne, on les prend en charge. Si ça concerne des lotissements non approuvés dans lesquels il y a eu des litiges,
on leur demande de se mettre en rapport avec les entités qui doivent gérer les litiges commerciaux. Si, à terme, ça va menacer la cohésion parce que le jour où les personnes, une fois que la situation va être clarifiée, il ne va y avoir qu'un seul propriétaire sur un lot. Donc le deuxième et le troisième propriétaire qui ont été propriétaires par un jeu inadapté, ces personnes-là, à partir du moment où il y aura une décision définitive pour l'un d'entre eux, l'une d'entre elles, ces personnes vont saisir indubitablement la justice pour se faire droit. Et quand ça va arriver là, les populations malheureusement qui se sont livrées à ces choses-là vont être forcément poursuivies. Et ça va créer beaucoup de désordre. C'est pour ça qu'il faut mieux prendre les choses en avance et puis régulariser tous les sujets qu'il y a. Mais la propriété, comme je dis souvent à mes compatriotes, la propriété d'une terre appartient à deux entités. Le propriétaire coutumier, parce qu'il use de la terre, donc ce qu'on appelle le droit d'usage, l'État lui reconnaît un droit d'usage, donc une part de propriété, et puis l'État lui-même. Donc, si le propriétaire coutumier, dans sa procédure de lotissement, a dédommagé l'État, donc il paye l'État, il dit, bon, l'État dit ici ça vaut 1000 francs le mètre carré, le propriétaire paye, et donc l'État sort, il devient le seul propriétaire. Donc c'est à lui donc, que revient le droit donc, selon le guide qui a été fait lors du lotissement, de vendre selon ce qu'il veut. Mais comme il est en partage avec l'opérateur économique qu'il a aidé, l'opérateur aussi vend. Mais le problème des litiges ne vient pas de là. Le problème des litiges vient de ce que il n'arrive pas au bout de la procédure et pour se préfinancer, ils vendent des lots. Et comme ils ont déjà tout vendu, il n'y a aucun intérêt à poursuivre une procédure qui va prendre du temps, etc. Donc on abandonne le terrain, on abandonne le lotissement en plein milieu du truc. Et quand c'est comme ça, une fois que les familles ont fini de vendre leurs portions, elles commencent à vendre les portions des autres. Est-ce qu'on se comprend? Et donc c'est comme ça qu'interviennent les doublons. Alors que si ce lotissement avait été approuvé, il y aurait eu un guide déposé au ministère de la Construction, guide dans lequel l'acheteur serait allé faire sa mutation. Or là, il faut la mutation auprès du guide qui est dans le village, avec toutes les irrégularités que ça peut comporter. C'est de là que vient le problème. Est-ce que vous avez un conseil ou un appel aux différentes populations qui souhaiteraient acheter des terrains à ce moment? Oui, en 2022, nous allons lancer une grande campagne de communication pour sensibiliser les acheteurs sur la nécessité de passer au moins le cap de l'enquête de Komodo à Incomodo. C'est-à-dire, je peux comprendre que pour financer leurs opérations, les acteurs économiques qui interviennent dans le domaine du foncier prévoient un certain nombre de lots pour leur permettre donc d'après d'aménager, etc., etc. Bon, même si on n'est pas d'accord, on peut à la limite imaginer. Mais c'est les personnes qui achètent ces lots-là. Il faut bien qu'ils s'assurent qu'il n'y a pas de litige. Et le seul document qui permet de s'assurer qu'il n'y a pas de litige, c'est l'avis favorable d'enquête de Komodo et Incomodo qui fait l'enquête de terrain. Parce que tout ce qui se passe au ministère, je vais déposer mes plans, etc., j'ai l'avis de, comment ils appellent ça, l'avis de servitude, et tous ces avis-là, ce sont des avis techniques. Le seul avis qui est un avis politique, si vous voulez, dans le sens où ça fait intervenir les propriétaires qui sont autour de lotissement, c'est cet avis-là qui compte. Parce qu'après ça veut dire que sur ce lotissement-là, sur ce projet, il n'y a pas de litige. Donc derrière, même si vous n'êtes pas encore arrivé à l'approbation, vous pouvez commencer à vendre, parce que tous les avis techniques ont été posés. Mais si vous achetez avant ça, il y a tous les risques que ça dérape après, parce que personne ne vous sécurise. Donc on va communiquer largement dessus une fois en 2020. En fait, depuis 2013, nous avons mis en place une subvention pour ce club, et qui nous donne d'ailleurs beaucoup de satisfaction. Mais sa montée en D1 est retardée parce que apparemment les règles de la FIF veulent qu'une équipe qui est en D1 puisse avoir un stade où il peut recevoir, parce qu'il y a les matchs aller, les matchs retour. Donc voilà, si vous n'avez pas de stade où jouer vos matchs à l'extérieur, bon après il y a un problème. Donc comme on n'a pas de stade qui puisse, enfin aux normes qu'il faut, qui puisse accueillir donc ces trucs, même s'ils sont en passe de monter en D1, il reste un truc. D'où l'importance de tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Et c'est pour eux-mêmes d'ailleurs que nous nous battons pour trouver, on est en discussion avec le village d'Abadiankouté qui a dans un de ses lotissements prévu un terrain de football pour ces jeunes.
Donc, c'est ce terrain-là en accord avec eux, nous voulons mettre à la disposition du ministère pour construire une infrastructure qui puisse permettre donc d'accueillir là et de permettre donc à Songon FC d'un jour de venir en D1. Oui, il est positif par rapport au projet au triennal, puisque le programme triennal dit voilà les investissements que nous allons faire et 100% des investissements qui sont prévus vont être faits. Il est positif parce que le budget qu'on a estimé, on a voté pour l'année 2021 est un budget donc de 480 qui a fait novembre est déjà dépassé. Donc ça veut dire qu'au niveau financier, au niveau investissement, l'année est bonne. L'année s'annonce meilleure l'année prochaine à mon avis parce que de ce qu'on entend, l'État serait donc enclin à évoluer sur sa position au regard donc de l'arrêté de distribution des taxes et pour permettre une meilleure répartition des taxes et laisser un plus gros montant des taxes collectées dans la commune. Et donc c'est une opportunité si nous pensons que ça va renforcer nos capacités. Et si ça renforce nos capacités, comme je dis, l'équipement en infrastructure sociale, c'est un acquis. Depuis 2013, chaque année nous faisons. Donc nous continuerons de le faire en liaison avec les services de l'administration centrale qui peuvent nous indiquer là où il faut investir. Si vous voulez construire une école, l'inspecteur de l'enseignement primaire va vous dire mieux vous construire l'école ici plutôt que là. Donc on le fait toujours en relation avec les administrations publiques qui sont chez nous. Donc moi je pense que ce n'est pas ça le plus gros défi. Au fur et à mesure qu'on va avoir l'argent, au fur et à mesure on va équiper. Notre plus gros défi, c'est que les populations perdent progressivement ce qui faisait leurs revenus, c'est-à-dire les plantations. Donc si les plantations sont coupées pour faire des lotissements et que ces lotissements sont vendus au bout de 2 ans, 3 ans, tout est vendu, ça veut dire qu'on retrouve des familles aujourd'hui ébrayées, à temps, qui n'ont plus d'ici 2, 3, 4, 5 ans, qui n'auront plus de revenus pour entretenir leur famille. Donc Dieu merci, s'il y a à l'intérieur des familles des personnes qui sont allées à l'école et qui sont insérées dans la vie active, ils prennent le relais naturellement. Mais s'il y a dans ces familles des personnes qui malheureusement n'ont pas pu aller à l'école ou ne sont pas arrivées loin et qui vivaient de cette rente annuelle, quand il ne va plus exister, que vont devenir ces familles? C'est la raison pour laquelle, en même temps que nous remplaçons les plantations par des lotissements, il ne faut pas que ça, il faut que ça continue de nous créer des revenus. Parce que si c'est du capital que ça nous crée, c'est-à-dire on vend et puis on a du capital, quand on a l'argent, ce qui se passe, c'est qu'on bouffe tout de suite. Donc le capital, là, il va s'amenuiser parce qu'il n'est plus alimenté par du revenu. Donc il faut que nous, en même temps qu'on vend et qu'on lotit, on prévoit des lotissements qui puissent nous permettre de bénéficier d'un revenu récurrent. Soit que la famille prévoit des maisons à elle dans ces lotissements, qui les mettent en location et qui fait le truc, soit qu'on organise notre aménagement du territoire de sorte à permettre l'arrivée d'un certain nombre d'opérateurs économiques. Je ne parle pas des ménages, parce que les ménages, voilà, mais des opérateurs économiques qui puissent permettre d'absorber tout le chômage potentiel qu'on est en train de créer là. Et c'est pour ça que c'est ce défi-là qui nous importe le plus. Nous, on a dépassé cette affaire d'équipement, parce que de toute façon, il y aura toujours des besoins d'équipement. Donc, chaque année, on va investir la part qu'on peut dans ça. Mais il faut qu'on anticipe sur ce qui va se passer. Et c'est avec les populations que nous devons faire ça. C'est pour ça que vraiment, je les exhorte, les nouvelles chefferies et les populations propriétaires, à se mettre ensemble pour définir un projet urbain qui va nous permettre de vivre de façon durable. Pour notre pays, que cette vilaine pandémie du coronavirus nous lâche définitivement en 2022, que le dialogue national qui s'ouvre actuellement puisse déboucher sur des réformes institutionnelles qui apportent la paix, donc des réformes consensuelles qui apportent une paix définitive, une paix qui en réalité doit être le résultat d'un certain nombre de choses. Normalement, la paix, il n'y a pas de guerre. Est-ce qu'on n'est pas en guerre? Mais la paix, c'est aussi le respect des libertés individuelles, des institutions fortes qui permettent une alternance démocratique pacifique, et puis un accès équitable aux emplois publics, quelle que soit l'origine, la couleur de peau et l'appartenance politique des citoyens que nous sommes. Ça, c'est pour notre pays. Pour les habitants de Songon et pour la commune elle-même,
vraiment de nous mettre ensemble vraiment pour prendre en charge les problèmes que je viens de citer, puisque nous devenons une ville à part entière. Et donc les problèmes des villes, des ordres urbains, c'est, comment on appelle ça, les problèmes de pollution sonore et tout ça. Vraiment, il faut que ces défis-là, nous soyons ensemble pour les adresser. Et la commune les a anticipés et sera à la hauteur en 2022. Pour les populations elles-mêmes, nous souhaitons évidemment une bonne santé, qui est la base de tout, une santé de fer, et que au-delà de cette santé-là, les projets qu'ils formulent pour eux-mêmes et pour leur famille soient réalisés. Donc une prospérité partagée pour tous, sous le regard évidemment de notre Dieu, que donc Dieu nous bénisse tous à l'orée de cette nouvelle année 2022.